Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question assez fondamentale, je trouve, inspirée par les sources qu'on a explorées. Comment est-ce qu'on passe de la personne qu'on est à la personne qu'on a envie de devenir? Oui, et la source centrale de notre discussion avance une idée très forte là-dessus. C'est ça, l'idée que les personnes qui réussissent, peu importe le domaine, partagent souvent une chose, une personnalité solide. Et il faut bien préciser ce qu'on entend par là. Il ne s'agit pas du tout d'être têtu ou rigide. Non, au contraire, c'est plus une force mentale, une confiance en ses valeurs, mais avec cette capacité à évoluer. J'ai beaucoup aimé l'analogie de la salle de sport. Ah oui, elle est très parlante. Forger son caractère, c'est comme sculpter son corps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, quoi. Ça demande de la patience, des efforts. Exactement. Et ça démystifie complètement l'idée que c'est un truc inné. La source le présente vraiment comme une compétence qui se construit. Et pour nous guider, elle propose une feuille de route très claire en 3 grandes étapes. C'est ça. La première, la fondation, c'est apprendre à se connaître soi-même. Ensuite, une fois qu'on a cette base, c'est comment vivre avec assurance au quotidien. Et enfin, parce que la vie et ses difficultés, Forcément. la 3e étape, surmonter les problèmes avec force. En gros, développer sa résilience. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'extraire de tout ça des stratégies vraiment concrètes pour commencer ce travail. Alors, si on suit cette logique, tout commence par la connaissance de soi. Et le premier conseil de la source, il peut sembler presque trop simple, c'est apaiser son esprit. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah oui, surtout aujourd'hui. Mais l'argument est logique. Un esprit fort, c'est un esprit qui n'est pas constamment encombré et distrait. Tout à fait. Et ce n'est pas juste un conseil en l'air. La source donne des outils très pragmatiques. La respiration profonde, par exemple. Ce n'est pas juste pour se relaxer, c'est un vrai interrupteur pour calmer le stress. Se reconcentrer. Voilà. Et la méditation, même juste 5 ou 10 minutes par jour, est présentée comme un entraînement. Le but, ce n'est pas de ne penser à rien, c'est impossible, Non, bien sûr. c'est d'apprendre à observer ses pensées sans se laisser emporter. C'est une compétence, et comme toutes les compétences, ça demande de la pratique. Moi, il y a une image qui m'a vraiment parlé, c'est la poubelle pour le cerveau. Ah oui. L'idée de noter une pensée qui tourne en boucle pour la sortir physiquement de sa tête, c'est presque un rituel, mais ça a l'air hyper efficace pour libérer de l'espace. C'est fascinant, parce que cet apaisement, en fait, ce n'est pas le but final. C'est la condition pour passer à la suite, l'auto-observation objective. D'accord. Tant que notre esprit est un tourbillon, on ne peut pas vraiment s'entendre. En calmant ce bruit, on crée l'espace pour identifier ce qui nous anime, ce qui nous met en joie. Sans ce calme, on reste juste prisonnier de nos automatismes. Justement, parlons-en de cette quête de la joie. Comment on fait pour savoir ce qui nous rend vraiment heureux? La source suggère de se souvenir de moments de bonheur, d'analyser ce qui s'est passé. Une sorte d'introspection. C'est ça. Mais il y a une idée plus originale que j'ai trouvée super. Demander à ses proches. À leur regard extérieur. Oui. À quel moment tu me trouves le plus épanoui? Ou qu'est-ce que tu observes chez moi dans ces moments-là? On ne voit pas toujours ça soi-même. C'est un miroir très puissant, c'est vrai. L'exemple donné sur la personne qui réalise qu'elle a adoré donner des cours de soutien. Oui, très parlant. Ce n'est pas juste un bon souvenir, c'est un indice sur sa nature, le plaisir d'aider et de transmettre. Le lien entre cette joie et la motivation profonde est direct. Et pour creuser ces motivations, il y a cette fameuse question, un peu un classique, mais toujours efficace, que ferais-je si l'argent n'était pas un problème? Elle est redoutable, cette question. Oui, elle peut être déstabilisante. On peut ne pas avoir de réponse tout de suite. Bien sûr, et c'est normal, parce qu'elle nous force à nous détacher des contraintes, de la pression sociale. Mais la réponse révèle presque toujours nos valeurs profondes. Par exemple. Si c'est passer du temps avec mes amis, c'est que l'amitié est une valeur clé. Si c'est construire des meubles, c'est peut-être la créativité, le travail manuel. Comprendre ça, c'est trouver son propre carburant, quoi. D'accord, donc on a apaisé son esprit, on a identifié ses joies, ses valeurs, mais ça peut rester un peu flou. Comment on transforme ça en direction concrète? La source parle de se fixer des objectifs. Oui, Mais j'ai l'impression que les grands objectifs, parfois, ça paralyse plus qu'autre chose. vous mettez le doigt sur un point essentiel, et la source y répond bien. D'abord, elle dit de commencer par un plan assez vague à 5 ans. Juste des grandes directions. Obtenir un diplôme, lancer mon projet. Ok, pas un truc trop rigide. Voilà. Et ensuite, pour rendre ça concret, elle introduit le concept des objectifs SMART. On en entend souvent parler, mais c'est rarement bien expliqué. Alors, décortiquons. S
pour spécifique. Au lieu de trouver un bon travail, on dit trouver un poste de chef de projet junior dans une boîte de la tech. C'est précis. D'accord. M pour mesurable. Comment on sait qu'on a réussi ? J'aurais envoyé 10 candidatures ciblées par semaine. On peut suivre. A pour accessible. Ça doit être un défi, mais pas un truc impossible. Pour pas se décourager. Exactement. R pour réaliste ou relevant en anglais. Est-ce que cet objectif a vraiment du sens pour vous ? Et enfin, le plus important, T pour temporel. Une date limite. C'est ça. Je veux y arriver d'ici 6 mois. Un objectif sans date, c'est juste un rêve. Cette méthode, en fait, elle force à découper la montagne en petites collines. C'est beaucoup plus clair. Donc, si je résume cette première partie, c'est un vrai audit de soi. On calme le bruit, on identifie ses valeurs et on trace une direction avec des objectifs clairs. Mais une fois qu'on a cette carte, comment on navigue dans le monde extérieur ? C'est la transition parfaite vers la deuxième partie. Vivre avec assurance. Et le premier pilier, d'après la source, est fondamental aujourd'hui, être informé. C'est-à-dire ? L'idée, c'est qu'une opinion, même si on la défend avec force, si elle n'est pas basée sur des faits, sur un raisonnement solide, eh bien c'est une maison construite sur du sable. Ça semble logique, mais avec le flot d'infos constant, on peut vite se sentir noyé. Comment on fait pour être informé sans devenir juste surinformé et anxieuse ? C'est une nuance cruciale. La source ne dit pas de tout consommer, mais de cultiver la qualité de son information. Ça veut dire développer un esprit critique, se méfier des sites qui propagent de la désinformation. Faire le tri en somme. Voilà. Et puis, être informé, c'est aussi s'entourer de gens qui nous stimulent, qui remettent en question nos idées, mais de manière respectueuse. Le but, ce n'est pas de vivre dans une chambre d'écho. D'accord. Et dans cette même idée de maîtrise, la source propose une technique pour gérer les inquiétudes que j'ai trouvée surprenante. Le moment d'inquiétude. Oui. Prévoir 10 minutes chaque jour pour s'inquiéter. Ça me semble un peu contre-intuitif, non ? Ça ne risque pas de nous forcer à nous inquiéter ? C'est une excellente question. En fait, l'idée n'est pas de créer de l'inquiétude, mais de la contenir. Quand une pensée anxieuse arrive à un mauvais moment, au lieu de lutter contre, on la note mentalement. On se dit « je m'en occupe plus tard ». Exactement. Ok, toi, je m'occupe de toi à 18h. C'est la même logique que la poubelle pour le cerveau. On n'est plus l'esclave de ses pensées, on décide quand on leur accorde notre attention. Vu comme ça, c'est une vraie discipline mentale. Et ça me fait penser à un autre point, la prise de responsabilité. Tout à fait. C'est le passage d'une posture de victime à une posture d'acteur. Face à un échec, la question n'est plus à qui la faute, mais quelle est ma part de responsabilité et qu'est-ce que j'apprends ? Et ça marche aussi pour les succès. Absolument. Et c'est très important. Quand on réussit, il ne faut pas l'attribuer qu'à la chance. Il faut reconnaître le travail fourni. Célébrer ses propres réussites, c'est un carburant essentiel pour la confiance en soi. Et pour construire cette discipline, la source insiste beaucoup sur les habitudes. Se lever au premier réveil, faire son lit. Des choses qui semblent un peu triviales. Trivial en apparence, oui, mais fondamentales. Chaque petite action comme ça, c'est une micro-victoire sur la procrastination. C'est un entraînement quotidien de la volonté. Et le conseil, c'est de s'y mettre une par une. Oui, très sage conseil. Se concentrer sur une seule nouvelle habitude pendant au moins un mois. Vouloir tout changer d'un coup, c'est la recette pour l'échec. D'accord, donc on a la discipline, la responsabilité, mais tout ça, ça peut donner une image de quelqu'un d'un peu rigide, non ? Or, la source dit le contraire, hein. C'est le paradoxe au cœur de la force de caractère. Une personnalité forte, ce n'est pas un bloc de béton. C'est plutôt comme un bambou, bien enraciné, mais flexible. J'aime bien l'image. La source insiste sur l'écoute active, surtout face à des opinions différentes. Écouter, ce n'est pas attendre son tour pour parler, c'est essayer de comprendre la logique de l'autre. C'est ça qui empêche nos certitudes de devenir des prisons. Et j'imagine que l'inverse est vrai aussi, ne pas se laisser déstabiliser par la moindre critique ? Précisément. L'équilibre est là. Être ouverte ne veut pas dire être une éponge. Et pour ça, la source donne un conseil psychologique assez fin, apprendre à identifier les motivations des autres. C'est-à-dire ? Une critique constructive d'un ami bienveillant n'a pas le même poids qu'une pique de quelqu'un qui cherche juste à se mettre en valeur. Savoir faire cette distinction, c'est crucial pour décider ce qu'on laisse nous atteindre. D'accord. Donc on a notre carte, on apprend à naviguer avec assurance, mais la vie nous envoie forcément des tempêtes. Comment on gère ça ? C'est tout l'enjeu de la troisième et dernière partie. Surmonter les problèmes avec force. En d'autres mots, la résilience.
Et le point de départ, c'est de maîtriser une tendance qu'on a tous. Le mode de pensée catastrophique. Le fait de toujours imaginer le pire scénario. Exactement. L'exemple est très concret. On rate une présentation. La pensée catastrophique, c'est « j'ai raté cette présentation, donc je suis une mauvaise oratrice, donc je ne parlerai plus jamais en public ». La spirale. C'est ça. La prise de recul, c'est de rester factuel. Cette présentation n'était pas bonne. Ça arrive. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment je peux faire mieux la prochaine fois? On passe d'un jugement sur soi à une analyse de la performance. La nuance est énorme. Et pour prendre ce recul, j'imagine qu'un regard extérieur peut aider. C'est indispensable. Parler à un ami de confiance, c'est s'offrir une perspective qu'on ne peut pas avoir seul. Quand on est sous le coup de l'émotion, notre vision se rétrécit. L'autre peut voir des solutions ou juste nous rassurer. Un autre piège énorme que la source pointe du doigt et qui est tellement d'actualité, c'est la comparaison. Ah, les réseaux sociaux. Oui, c'est une vitrine permanente de la réussite des autres. C'est difficile d'y échapper. C'est un poison lent. La source est très claire. Et la seule comparaison saine, c'est avec soi-même. La question, ce n'est pas est-ce que je fais mieux que le voisin, mais est-ce que je suis meilleur qu'hier ou que l'an dernier? Se concentrer sur sa propre progression. Exactement. C'est un changement total de perspective. Mais même en évitant ça, les pensées négatives, elles peuvent surgir. Ce « je n'y arriverai jamais ». Comment on lutte contre cette petite voix? La source propose une méthode très active. Face à une pensée négative, il faut se poser systématiquement la question « que puis-je faire à ce sujet ?» Même si c'est une toute petite action. Surtout si c'est une toute petite action. Cette question nous fait basculer d'une position passive à une position active. Et ça passe aussi par le dialogue interne. Transformer un « je ne devrais même pas essayer » en « je vais essayer et j'apprendrai de l'expérience ». C'est un entraînement. Comme pour un muscle, oui. Et souvent, pour agir, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Mais notre cerveau, lui, est programmé pour éviter l'inconfort. Excellente remarque. On ne lutte pas contre cet instinct, on l'apprivoise. La source explique que la croissance se trouve toujours à la lisière de notre zone de confort. Et pour s'habituer, elle suggère de s'y exposer volontairement. Comment? S'inscrire à un cours de prise de parole en public, choisir un niveau un peu plus élevé dans un cours de sport. Ces expériences nous apprennent que l'inconfort n'est pas dangereux et que l'échec n'est pas fatal. C'est le prix à payer pour apprendre. Voilà. Et tout ça nous mène au dernier point, la persévérance. Ne pas abandonner. Oui, mais avec une nuance très sage. La persévérance, ce n'est pas s'acharner bêtement. Il ne faut pas abandonner juste parce que c'est difficile. Par contre, il est tout à fait sain d'abandonner un objectif s'il ne correspond plus à nos valeurs. Ah oui, c'est une distinction importante. La question à se poser n'est pas seulement « est-ce que c'est difficile ?», mais « est-ce que ça a encore du sens pour moi ?» Et la réponse à ça, eh bien, elle se trouve dans la connaissance de soi, ce qui nous ramène au tout début. C'est fascinant de voir comment tout est lié. Si on retrace le parcours, on est parti de cette question « comment devenir la personne qu'on veut être ?» Et la réponse, c'est un processus. Ça commence par un travail d'archéologue intérieur, calmer le bruit pour découvrir ses propres valeurs. Sa propre carte. C'est ça. Ensuite, on apprend à utiliser cette carte pour naviguer dans le monde avec assurance en étant à la fois informé et adaptable. Et enfin, on développe les compétences pour traverser les tempêtes avec le recul, la pensée constructive. C'est vraiment l'idée d'une construction active continue. Absolument. C'est un travail de toute une vie, pas une destination. Et pour prolonger la réflexion, en s'inspirant de l'esprit de ces sources, toute notre discussion s'est concentrée sur la construction de la force intérieure. Oui. Ça soulève une question intéressante. Quelle est la relation entre cette force intérieure et la façon dont elle est perçue de l'extérieur ? Une personnalité que les autres jugent forte, parfois autoritaire, ou très affirmée, est-ce que c'est toujours le reflet d'une force mentale authentique ? Ou est-ce que ça peut parfois être un masque très élaboré ? Une armure pour cacher une profonde insécurité. C'est une piste de réflexion. Ça nous rappelle que l'apparence de la force et la force elle-même sont deux choses bien distinctes.